Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures au sommaire de l'actualité. Sur la scène nationale en Égypte, le président de la République entame une visite officielle. Et sur la scène internationale de sport, le Sénégal remporte son premier titre de Coupe d'Afrique des Nations. Les détails dans ce journal. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre dans cette édition, le journal au complet, où le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début de soirée en Égypte pour une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue, le président égyptien, M. Abdel Fattah El-Sisi. À son arrivée, le président de la République était accueilli par le président égyptien à la tête d'une forte délégation composée essentiellement par les membres du gouvernement de Djibouti. Une cérémonie pour accueillir le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, se tiendra au palais de Ittihad en Égypte. Cette visite témoigne l'excellence des relations fraternelles et des liens historiques des deux pays et renforcer davantage les collaborations des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Ashii dhutinaysay dhaqsay orodbooday intay dhogor saartay dhankay la aroortay. Comme j'ai mentionné, le président de la République entame une visite officielle en Égypte. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à l'issue de sa participation aux travaux du 35e de l'Union africaine, a quitté ce dimanche l'Éthiopie pour l'Égypte où, à l'invitation de son homologue, M. Abdel Fattah El-Sisi, il effectuera du 6 au 7 février 2022 une visite officielle de 48 heures. Visionnons un reportage. La République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, effectuera une visite officielle de 48 heures en Égypte à l'invitation de son homologue égyptien, M. Abdel Fattah El-Sisi. Une visite qualifiée de stratégique par les médias de deux pays. Le président de la République est accompagné par une forte délégation composée des ministres. Durant cette visite, une cérémonie à l'honneur du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et sa délégation va être organisée, ainsi qu'un entretien en tête-à-tête des chefs d'État et une réunion élargie avec les délégations pour discuter des larges perspectives de développement et maintenir la coopération économique. La visite du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, vient à un timing important. Elle reflète une vision commune de deux chefs d'État et la continuité des efforts de deux pays pour renforcer davantage les liens historiques et la coopération égypto-djiboutienne. La visite officielle du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh en Égypte, intervient dans un contexte particulier et une forte volonté commune de deux chefs d'État pour renforcer les relations bilatérales et les coopérations entre Djibouti et l'Égypte afin de réaliser un développement mutuel et préserver les intérêts de deux pays frères. Aou Abdi RTD, Caire, capitale de l'Égypte. C'était Awa Abdi en Égypte qui nous parvenait un reportage sur la visite du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh en Égypte avec le président de l'Égypte, M. Abdel Fattah El-Sisi. On continue avec les actualités de ce journal où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, et l'ambassadeur de Chine en Djibouti, M. Hu Bin, ont signé aujourd'hui un accord de partenariat pour l'installation d'un institut chinois Confucius à Djibouti.
La cérémonie s'est déroulée au Kempinski Palace Hotel, au Grand Pompe, avec la participation d'une foule de personnalités issues du monde des affaires chinois établis à Djibouti. Il faut souligner également la participation en ligne des dirigeants de la Fondation chinoise de l'enseignement international du chinois et les membres du rectorat de l'Université normale de Sichuan, maison mère de la dite fondation qui ont fait des interventions en ligne. Des courtes vidéos vantant l'expansion de la langue chinoise grâce au maillage international de l'Institut chinois à travers le monde ont été diffusées, ce qui a ouvert la voie aux interventions officielles des dirigeants de la Fondation chinoise de l'enseignement international du chinois et les membres du rectorat de l'Université normale de Sichuan. Les uns et les autres ont mis l'accent sur les vertus de l'Institut chinois qui permet de rapporter la langue et la culture chinoise du monde entier. La cérémonie s'est achevée avec la signature de l'accord du partenariat paraphé par le ministère et l'ambassadeur. Il y a moins de 3 mois, la Chine et Djibouti travaillaient en étroite coopération pour mettre en œuvre les 9 programmes annoncés dans la conférence, dont celui pour les échanges humains et culturels, parmi d'autres nouveaux projets de coopération. L'Institut est engagé, comme le dit par le président Yang, à enseigner la langue chinoise, à faire connaître la culture chinoise, ce qui approfondira l'amitié étroite et favorisera la connaissance mutuelle entre les peuples de nos deux pays. Le ministre a pour sa part tenu à remercier les dirigeants de la Fondation et de l'Université de Sichuan pour leur appui et leur accompagnement et leur précieuse contribution. Il a enfin assuré de son soutien sans faille pour l'installation et le développement de l'Institut chinois à Djibouti. On écoute le ministre. Un immense plaisir de nous voir réunis aujourd'hui pour concrétiser l'accord de coopération entre la Fondation internationale pour l'enseignement de la langue chinoise en Chine, l'Université normale de Xianxin et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour l'installation d'un institut Confucius à Djibouti. Artiste américain a dit « La compréhension des langues et d'autres cultures permet de construire des ponts. C'est les moyens les plus rapides de rapprocher le monde et de le rapprocher de la vérité. Grâce à la compréhension, les gens pourront voir leurs similitudes avant les différences. J'aime à croire que cet institut soit un pont, Inch'Allah, jeté entre nos deux peuples et nos deux pays déjà unis pour de longues années d'amitié, de partage et de coopération. En 2015, le siège de l'Institut Confucius a commencé à envoyer des enseignants chinois à Djibouti pour l'enseignement de la langue chinoise en coopération avec l'Institut des études diplomatiques à Djibouti. Jusqu'à présent, 5 enseignants au total ont été envoyés et plus de 500 étudiants y sont inscrits et le centre de test HSK y a été mis en place en 2021. Ce nouveau projet de partenariat vient donc renforcer cette coopération déjà installée et constitue surtout une formidable opportunité pour nos jeunes d'apprendre la langue chinoise. Ces jeunes, Inch'Allah, bénéficieront de bourses d'études en Chine après, bien sûr, l'obtention de leur baccalauréat.
En effet, ces jeunes sont de plus en plus nombreux à choisir la Chine comme destination pour leurs études supérieures et intègrent également les entreprises chinoises installées à Djibouti, à peu près plus de 30 entreprises chinoises de divers types. Autre actualité de cette édition de 15 heures, c'est l'Institut français de Djibouti qui a abrité une cérémonie de remise de conventions de financement pour plus de 7 associations djiboutiennes du projet PISCA, un projet innovant de la société civile djiboutienne et coalition d'acteurs. Les 7 associations récipiendaires du fonds PISCA ont été félicitées et ont reçu des mains de l'ambassadeur de France et de la ministre de la Femme et de la Famille les conventions de financement. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Belel, a prononcé un discours dans lequel elle explique le programme pour lequel l'UNFD a mérité ce financement. On écoute à présent les dires de la vice-présidente de l'UNFD. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, chargée de la mise en œuvre du programme national de l'alphabétisation, accueille depuis 4 ans une très grande majorité de femmes. Des femmes qui, malgré une situation sociale et économique très précaire, se battent pour apprendre. Partant du principe, les apprenantes sont majoritairement, pour ne pas dire totalement, des personnes socialement très défavorisées. Nous avons estimé que les réponses correctives à une telle situation résidaient dans l'accompagnement des apprenantes les plus méritantes. C'est ainsi que nous avons décidé d'accompagner, grâce à des activités génératrices de revenus, les 30 meilleures apprenantes aux évaluations. Ce projet donnera encore plus de sens à notre programme et aidera les femmes les plus méritantes à améliorer leur quotidien. Place à présent à l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Son Excellence Mme Mona Ousmane Aden. Moi, un grand plaisir de partager avec vous, Monsieur l'ambassadeur et l'ensemble de nos lauréats, pour la remise de ces conventions de financement pour notre projet qui a été sélectionné avec le soutien du fonds PISCA. Aux 7 récipiendaires qui sont parmi nous, je présente mes valeureuses félicitations et mes encouragements en leur souhaitant que le bon usage qu'elles feront des sommes reçues contribuera à introduire les changements sociaux recherchés. Cet objectif ultime, mon département le partage avec notre pays ami la France à travers le fonds PISCA et les représentantes des organisations féminines de la société civile. Nous travaillons même tous les jours avec la société civile pour la mettre dans les conditions les plus favorables à l'exercice de ses activités sur le terrain et à la promotion du progrès social. Notre mission l'exige, elle exige d'autant plus que la volonté politique, au plus haut niveau de l'État, à travers le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui ne cesse de ménager son effort pour renforcer notre condition à réussir. Il ne saurait y avoir d'alternative à une démarche participative où le ministère et la société civile conjuguent leurs efforts et créent des synergies nécessaires. C'est à Balbala où le sous-préfet du 5e arrondissement de commune de Balbala qui a présidé ce matin une importante réunion consacrée à la prévention de la délinquance. Ont participé à cette réunion le sous-préfet du 5e arrondissement de la commune de Balbala, M. Daoud Komane Bor, et le capitaine de la police nationale du 5e arrondissement. Étaient également présents à cette réunion les membres du conseil de quartier ainsi que les élus locaux pour une large concertation. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sensibilisation à la lutte contre la délinquance dans les différents quartiers de Balbala, aux sous-préfectures du 5e arrondissement, notamment en ce qui concerne la drogue et la prévention de sa consommation par les jeunes. M. Daoud Koumane a encouragé les habitants, les élus locaux et les conseillers de quartier à lutter contre le problème et à collaborer afin de combattre la délinquance.
Direction le nord à présent, à Obok, où dans la première journée au sein de la ville d'Obok, les autorités de la région ont initié plusieurs projets sous le thème Hayou Yahayou, permettant non seulement de contribuer à la dynamisation de l'économie locale, à la lutte contre le fléau de l'environnement, à la création d'espaces de loisirs, à la plantation des arbres, mais aussi à l'embellissement de la ville. Durant la seconde journée, il y a eu la distribution des kits solaires pour 300 familles vulnérables n'ayant pas accès à l'électricité. Aussi, durant la même journée, a eu lieu une visite dans la localité de Assassin afin d'encourager et promouvoir les agricultures. Les autorités de la région ont profité également de la tournée du Premier ministre, accompagné d'une forte délégation ministérielle qui était en tournée à Obok pour rencontrer tous les responsables des services déconcentrés et décentralisés afin de s'enquérir davantage de l'état réel de fonctionnement de ces services. Pour lancer ces activités, également, dans la journée du vendredi, le Premier ministre et sa délégation ont honoré de leur présence pour la distribution des kits scolaires, comme je vous disais, au profit de 300 familles de Fanteheru. Dans la même journée, des actions de nettoyage des artères principaux, embellissement de la ville, la donation des kits importants, des matériels agricoles et plantation des acacias dans la localité de Assassin pour encourager également les agricultures et préserver l'environnement. Toutes ces activités phares ont vu l'implication totale et la ferveur de la population obokoise. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine qu'une opération de ratissage de clandestins dans le quartier de la ville de Dikil a été effectuée hier matin par les militaires de l'armée RIAD de Dikil, de la gendarmerie également, et de la brigade de la gendarmerie de brigade de Dikil et les éléments de la police nationale de la ville de l'unité. Il a été noté que la ville de Dikil est la première étape du long périple de ces clandestins vers l'Eldorado du pays du Golfe. Ces opérations effectuées sous le commandement du colonel Ibrahim Youssouf Dabar, chef du corps de l'armée de Dikil. Cette opération a intercepté plus de 650 personnes clandestines, dont 116 jeunes femmes. Après l'arrestation, ces derniers ont été acheminés ou vers la poste frontière de Galilée pour refoulement. Rappelons que ces opérations ont été une réussite avec la collaboration des différents corps armés en présence de leur commandement. Dorénavant, le préfet de la région, M. Aden Darar Moussa, avait tenu une réunion de planification de cette mission avec tous les acteurs concernés la semaine dernière. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a organisé ce matin au CDC du quartier de PK12 pour sensibiliser et encourager les jeunes de ces quartiers à renforcer la citoyenneté numérique dans les réseaux sociaux. L'objectif de cette campagne est de transmettre une approche responsable et civique des jeunes dans les réseaux sociaux. Les responsables du mouvement ont conseillé les jeunes de quartier du PK12. Après la clôture de la conférence, les jeunes de ces quartiers ont à leur tour remercié le mouvement de la jeunesse unie et indivisible pour cette louable initiative et incitative et ont promis de sensibiliser leurs pairs tout en renforçant la citoyenneté numérique. Le mouvement de la jeunesse unie et indivisible a clôturé sa campagne de sensibilisation des jeunes à la citoyenneté numérique de la capitale dans le quartier de PK12 et continuera sa campagne dans les régions de l'intérieur. C'est une nouvelle ère qui est venue avec le développement. Et comme vous le savez, toute chose a des avantages et des inconvénients. Et l'un des inconvénients dont je voudrais parler, c'est que dans les réseaux sociaux, on a aussi une autre culture qui n'est pas la nôtre, et qui vient avec le développement et la mondialisation notamment.
Et cette autre culture, cette génération qui grandit avec le numérique, il ne faut pas que soit imprégnée complètement de cette culture. Il faut aussi qu'elle grandisse, cette génération du numérique, hein, entre guillemets, avec notre culture. Il ne faut pas qu'elle soit acculturée. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est tenue depuis un mois au Cameroun, se clôturait hier soir par une très belle finale qui opposait les deux meilleures équipes du continent, les Pharaons de l'Égypte et les Lions de la Teranga. Comme chaque soir, depuis le début de la compétition, les jeunes Djiboutiens affluent vers les sites de projection pour vibrer au rythme de cette grande et belle finale. Le principal site mis en place par le secrétariat d'État chargé des sports, en face était noir du monde et l'ambiance était palpable où la grande communauté sénégalaise résidente à Djibouti participait à cette fête. On est venu pour regarder le match. On supporte notre équipe. C'est la troisième fois que nous arrivons en finale. En 2002, on avait joué contre le Cameroun. La finale, on avait perdu. L'année dernière aussi, la dernière fois en 2019, on avait perdu contre l'Algérie. Donc, on a espoir de gagner la Coupe cette année. Cette année sera la bonne, Inch'Allah. Voilà, tout le peuple sénégalais l'espère. Voilà, d'accord, c'est ça. Sur la scène internationale, je vous le disais dans les titres, les Lions du Sénégal règnent enfin sur l'Afrique. Ils ont remporté leur toute première CAN contre l'Égypte au bout d'une finale très fermée où Sadio Mané a transformé le tir au but décisif. Supérieur dans le jeu face à une équipe d'Égypte qui n'a jamais cherché à jouer, le Sénégal a dû attendre la fin de la séance de tir au but pour remporter le premier trophée de son histoire. Sadio Mané a conclu la séance en réussissant son penalty alors que Gabaski lui avait bloqué un en début de match. 3 ans après l'échec en finale au Caire, le Sénégal peut savourer. Il soulève enfin le premier trophée de sa longue histoire footballistique. L'Égypte espérait reproduire son braquage des tours précédents en emmenant son adversaire au bout de la prolongation, mais les Lions de la Teranga sont parvenus à remporter leur séance de penalty face aux Pharaons. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.